monsieur, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Comment a été la chasse au gros gibier dans la zone 13 pour la saison 2012? Alors, pour nous en parler, je reçois monsieur Marcel Paré, biologiste grande faune au MRN. Monsieur Paré, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Paré, c'est votre visite annuelle. Oui. Ça nous fait toujours grand plaisir de vous recevoir parce que on a l'heure juste, on sait exactement comment a été la chasse. J'aime beaucoup aussi quand on compare les années. On voit là, que ça ne varie pas tant que ça d'une saison à l'autre. C'est parce que j'aime le comparer. Comme cette année, on va comparer 2010 et 2012. Oui. Parce que là, on avait droit... la femelle adulte était protégée. Adulte était protégée. C'est pour ça qu'on ne peut pas là, regarder 2011. Mais est-ce que dans l'ensemble, M. Paré, on peut dire que ce fut une bonne saison? Je dirais moins bonne. Quand on parle d'un succès là, qui est à peine 7 okay. Je dirais que c'est peut-être c'est inférieur, disons, à ce qu'on avait connu il y a 2 ans. Puis on sait déjà quand même aussi en termes de nombre de permis vendus, c'est pas mal semblable là, à ce qu'on avait connu. Le nombre ne varie presque pas d'année en année. Ça veut dire que ça reste presque toujours le même nombre de chasseurs? Passablement, en région aussi, ce qui n'est pas le cas, mettons, au sud du Saint-Laurent, mais on parle entre 25 et 26 000. Oui, c'est ça, parce que si on parle, M. Paré, là, même si on recule jusqu'en 2001, c'est quand même loin, c'est une décennie. On a 24 300, puis après ça, 25 000, puis 26 000. T'sais, on joue entre 26 et 24 000, disons. Là. Fait que ça veut dire que c'est à peu près toujours le même nombre de chasseurs. Puis... Ça veut dire qu'on en perd, mais la relève est là. Bien, c'est-à-dire que la fluctuation qu'on voit est souvent associée au fait que la femelle est permise ou pas. Cette année-là, des fois, il y a un certain nombre de gens, on parle peut-être 1000, qui prennent moins de permis parce que là, on a moins de chance. Fait qu'on va... Puis ça paraît aussi sur les non-résidents. Des Américains, en bonne partie, qui viennent chez des pourvoiries, dans les pourvoiries exclusifs ou tout ça. Eux, ils sont un petit peu moins intéressés cette année-là. Donc, c'est ça qui joue, mais effectivement, puis je dirais même depuis la première année du plan de gestion, c'est à peu près de cet ordre-là. Ici, en région, ça n'a pas vraiment changé, le nombre de chasseurs. Mais effectivement, en théorie, on devrait s'attendre à une baisse dans le futur. Ah oui, OK. À cause du vieillissement de la population. La relève ne viendra pas compenser ce nombre-là. Okay. Mais il reste qu'on dit tant mieux. L'intérêt est là. Puis, c'est ça. Puis le nombre, bien évidemment, moi, je m'attendais à une récolte un peu plus élevée. On va regarder justement de la récolte parce qu'on voit des baisses à peu près partout. Exactement. Cette année. Fait que si on prend, parce que là, on va comparer toujours 2010 à 2012. Parfait. OK? Parce qu'on ne peut pas le comparer 2011 où on avait droit à tout à ce moment-là. Alors, si on compare 2010 à 2012, 2094 versus 1750 têtes abattues, c'est moins 344. C'est beaucoup? Bien, relativement. Oui. Parce que on débutait quand même assez tôt. La saison de chasse à l'arme à feu débutait le 6 octobre. Normalement, bien, c'est ça, le rut est encore assez actif à cette période-là. Normalement, la récolte de mâles en particulier, des jeunes mâles, est bonne. OK. Puis là, ça a moins répondu, je dirais, Est-ce que c'est un cycle? C'est quoi? Pourquoi que ça répond moins, monsieur Paré, à un certain moment donné? La météo comme telle peut jouer. En fait, le rut, lui, est assez stable. Lui, là, il y a des périodes, quand les jours raccourcissent, tout ça, il y a des sécrétions, les hormones se mettent en branle, puis l'activité doit se dérouler. Parce que ça ne peut pas jouer beaucoup dans le temps, ça. Évidemment, on peut voir des différences à l'échelle très locale d'un territoire de chasse, mais globalement, et à peu près partout en Amérique du Nord, comme ça, la plupart des accouplements se font dernière semaine de septembre, première d'octobre. Fait que certes que quand les couples, disons, sont formés, aussi, comme c'est en bonne partie le cas, c'est sûr que c'est plus difficile de décoller, mettons, le mâle, de le faire réagir. Et souvent, les bêtes vont être pas loin, je dirais, mais ils se manifestent pas. Ils sont concentrés à leur activité, tout ça, puis
Ce qui fait que ça peut jouer sur le succès de chasse. Parfois, la météo aussi, elle va jouer parce que s'il fait plus mauvais, des périodes de pluie importantes, bien là, les bêtes, des fois, vont être un petit peu plus confinées. Les chasseurs vont être moins patients, peut-être aussi, quand c'est la grosse pluie ou tout ça. De bonne heure au camp à ce moment-là, assez souvent. C'est des facteurs qui peuvent jouer. Mais sur la quantité d'orignaux potentielle, je pense qu'elle était là. Si on voyait depuis quelques années une certaine recrudescence, une augmentation, effectivement, lente et graduelle, généralement, chez l'orignal. Donc, ce qu'on entendait, en tout cas, de beaucoup de chasseurs, ils disaient, bien, il y en avait mais, tu sais, puis on avait vu, on avait photographié avant la chasse, tout ça, puis là, ça bougeait comme pas beaucoup, tu sais, pour plusieurs. Mais il reste quand même, c'est tout de même 1750 bêtes. Là, oui, exactement. Là, vous venez de dire juste un petit quelque chose que j'aimerais qu'on parle. On en posait souvent. C'est rendu... la fameuse caméra qui s'installe, qui prend des photos à chaque, je ne sais pas combien de secondes ou je ne sais pas, là. C'est des chasseurs. Il y a des chasseurs, moi, qui m'ont montré ça. Regarde, à telle date, telle heure, on avait un orignal qui était près de notre tour. Tout à fait. C'est rendu... C'est commun. C'est dans les outils, là, disons, disponibles. C'est légal. Oui. Oui, en fait, ça fait juste prendre une photo des bêtes qui viennent à la saline ou qui passent dans le secteur, tout ça. Donc, ça permet, mais les gens se rendent compte aussi, c'est ça, que sont pas attachés là non plus. T'sais. Pendant quelques semaines ou durant l'été, ils peuvent fréquenter de façon régulière la saline. Mais ça ne garantit pas là, qu'ils vont être là au cours. C'est ça, parce que son domaine vital est quand même relativement grand. Là, on parle en Abitibi, là, c'est de l'ordre de 55 km². Donc, il peut être là un certain temps, une semaine, puis il va se tasser de quelques kilomètres. Si on compare, M. Paré, la récolte des mâles, en 2010, 1656 versus 1393, c'est 303 de moins. Oui. Puis ça, il y a une dynamique qui existe ici, je dirais, peut-être plus en région. C'est à peu près une année sur deux, il se produit beaucoup plus de femmes mâles que de femmes femelles. Ah, OK. C'est pas... l'explication est liée évidemment au comportement comme tel, puis à la disponibilité ou à la quantité de femelles disponibles. Mais sans entrer trop dans les détails, je dirais, partons de cette chose-là. Puis on peut s'attendre, évidemment, normalement, une année sur deux, que la quantité de jeunes mâles qui vont entrer dans la population va être moins forte que l'autre année. Donc, ça vient jouer dans ces résultats-là. Ça, quand je remonte, moi, là, c'est ça. Comme l'an passé, justement l'an passé et l'année d'avant, il y avait eu une bonne représentation, une bonne quantité de mâles prélevés. Puis, exceptionnellement, on avait connu les 2 années d'avant une grande production de femmes mâles. C'est pas juste quelques dizaines, là. C'est plusieurs. C'est des centaines, 500-600 femmes mâles de plus que de femmes femelles. Donc, imaginez que quand ces animaux-là sont plus vulnérables à la chasse, ceux d'1 an et demi, 2 ans et demi, comme dit, sont plus disponibles, je dirais, parce qu'ils sont pas... plus vigoureux. Ils ont plus de misère. Ils ont plus de misère. Oui, c'est ça. Donc, eux, évidemment, c'est sûr qu'eux vont plus paraître dans la récolte. Ça explique ces variations-là. Expliquez-moi une chose, M. Paré. Ici, on a noté femelle en 2010, 40, en 2012, 47, c'est plus 7. C'est le seul qui est en plus. Mais pourquoi? Ça veut dire quoi, 47? On n'avait pas le droit à la femelle? Oui, bien, sauf durant la saison exclusive à l'arc. Et dans les 6 hectares, l'arbalète est permise aussi. Donc, la plupart des femelles prélevées proviennent de cette saison-là. Il y en a une autre quantité qui est disponible auprès des pourvoiries à droit exclusif. Et dans la réserve faunique La Vérandrie, là, ici, on parle juste de la partie nord, celle qui est en Abitibi. Donc, eux, ils fonctionnent avec des quotas. Donc, comme ils ont une pression de chasse qui est moindre qu'en territoire libre, il y a un certain nombre peuvent, en tout cas, en suivant, là, en respectant les quotas, faire prélever
la femelle adulte, mais c'est minime, là. C'est peut-être 10 ou 15. Une dizaine ou une quinzaine. Dans les fans, 398 en 2010, 360 une autre diminution de 38. Oui. Sur cet ordre-là, je dirais, on va voir, là. Je pense pas que ça soit dramatique, là. On voyait, comme disait les dernières années, la reproduction avait comme repris, justement, des récoltes plus de l'ordre de 400. À 360, je pense pas. C'est pas inquiétant. C'est pas inquiétant, non? Non. OK. Non. Naturellement, le nombre de permis, 25 138 versus 25 214, un plus 66, ce qui donne aussi le taux de succès qui, naturellement, on est tout en moins ou à peu près. Donc, le taux de succès a diminué, passé de 8,3 à 6,9. Ouais. Fait que dans l'ensemble, la faune se porte bien. La grande faune se porte bien. Bien, sur l'ensemble des indicateurs, tout ça, oui. C'est sûr que d'année en année, on a adressé le bilan puis examiné minutieusement là, ces résultats-là. Mais sur la base de ça, je pense que ça devrait, en tout cas, on devrait connaître une saison l'an prochain probablement supérieure. Par contre, la saison de chasse va débuter le plus tard qu'elle peut débuter, là, dans le cadre de ce plan, le 12 octobre. Ah mon Dieu, c'est presque une semaine plus tard. Ça va apporter quoi de différence, M. Paré? Bien, généralement, en débutant plus tard, la récolte de marle est moins bonne encore. Parce que le rut est fini. Bien, c'est ça. Ou il tire presque à la fin. Oui. Il va y avoir après, c'est sûr, plus vers le 20 quelques. Là, il y a une autre période de chaleur. Pour les femelles qui n'auraient pas été accouplées à la première. Mais généralement, les récoltes sont un peu moindres quand ça débute plus tard comme ça. Mais par contre, tout est permis. Donc, on verra. Est-ce que je peux vous demander, M. Paré, parce que quand on regarde ici, là, dans le tableau, là, qui date quand même de 11 ans, là, on regarde 2 octobre, 1er octobre, 7 octobre, 6 octobre, 4 octobre, 3 octobre, etc. 6 octobre, cette année, la chasse. Pourquoi passer au 13? Qui décide ça? Au 12, excusez-moi, oui. C'est uniquement la définition réglementaire. Ce que les gens ont souhaité, ou ce qu'on avait corrigé, disons, là, en 2009. On avait connu de 2004 à 2008, on dit des saisons entières, où là, on débutait le premier samedi d'octobre. Puis on s'est rendu compte assez vite qu'on prélevait beaucoup trop de morts en période de rut. On a ramené ça à ce qu'on avait avant pour une grande partie de la région, c'est-à-dire le samedi de l'Action de grâce. Puis le samedi de l'Action de grâce est défini comme étant le samedi précédent le 2e lundi d'octobre. C'est juste, donc, c'est ça. Donc, ça donne, c'est juste ce jeu de calendrier-là qu'on vit. Il n'y a rien qui a changé dans le règlement. Dans le plan de gestion actuel, c'est vraiment le samedi du congé de l'Action de grâce. Puis, ça donne que cette année, c'était le 6 octobre. Puis l'an prochain, juste par le jeu de calendrier, l'Action de grâce est tombant le 12, 14 octobre. Le 14, le 14, donc, l'ouverture va se faire le 12. Donc, mais ça va toujours jouer à l'intérieur de ça. 6 au 12 comme délai. Entre le 6 et le 12. C'est pas une nouveauté en soi, comme je disais, parce que... C'est dans le plan. C'est dans le plan, puis c'est dans la définition comme telle d'ouverture. Moi, M. Paré, si je vous demandais... je sais qu'on en a parlé. On en parle presque à chaque année aussi. Mais je crois que depuis que le plan de gestion de l'orignal a été mis sur la table, autrement dit, ça a été approuvé. Je sais qu'il y a des chasseurs qui étaient contre ça, mais si on voit le résultat aujourd'hui, on peut encore aller à la chasse à l'orignal et on peut encore faire de belles récoltes. Est-ce que le plan de gestion, c'était primordial? Ben oui. Si on... faut remonter, là... Oui, on remonte quand même à 10, donc même plus que ça. C'est ça. Le premier plan de gestion a été mis en place là, en 94. 94. Il faut penser que dès comme 92, 93, c'est ça. Ça se trimait, ça se planifiait. Il y a eu
On en a parlé plusieurs fois. Oui. Hein. La consultation en région a été extraordinaire. On avait rencontré plus de 2000 personnes dans des assemblées à 3, 4, 500 personnes. Ça échangeait puis ça brassait. Là. Puis oui, c'était pas évident, mais le portrait qu'on voyait à ce moment-là, c'est que le nombre de chasseurs augmentait, puis la récolte d'orignaux allait toujours en diminuant, avec une moins bonne qualité de chasse. Donc, le choix qui avait été retenu ici, et c'était une proposition des associations de chasse, de la Fédération des chasseurs, d'appliquer l'alternance. Puis après le premier plan, au départ, il y avait juste ici en région qui s'était appliqué. Puis après, au deuxième plan, ça a été étendu à peu près partout au Québec. Et les résultats sont intéressants. Fait quand les chasseurs ont véritablement compris que c'était pour leur bien, que c'était pour le bien de la faune, que c'était pour continuer à avoir de belles récoltes, quand les chasseurs ont compris ça, ils ont été à même de constater que, regarde, le plan de gestion est là, puis on est pour à ce moment-là. Tout à fait. Oui. Je pense qu'on a vraiment, l'année, par exemple, où la femelle est permise, on arrive avec des succès de l'ordre de 11-12 %. Puis ça, c'est par chasseur, par permis vendu. Puis même quand la femelle était protégée, je dirais, on a un succès qui est au moins équivalent à ce qu'il y avait avant le premier plan de gestion, quand on avait le droit à tout. Quand vous avez le droit à tout, oui. Le succès jouait autour de 7-8 % maximum. Puis là, même quand la femelle est protégée, on a un succès équivalent. Parce qu'on a eu une petite baisse, c'était en dégâts durs, mais à 7 c'est parfait. À ce moment-là, ça veut dire qu'on contrôle bien la faune à ce moment-là. Il ne faut pas oublier non plus quand même, bien, ça demeure relativement faible, mais c'est les abattages. Évidemment, quand la femelle est protégée, évidemment, il y a peut-être au moins une vingtaine de femelles qui ont été abattues, disons, par erreur. Oui. Bon, heureusement, disons, ces bêtes-là sont déclarées, puis ils sont envoyés vers les banques alimentaires, tout ça. Donc, au moins, l'animal n'est pas perdu. Il n'est pas perdu. Mais il reste que je pense que ça reste la responsabilité du chasseur de bien identifier. Il faut le dire aussi. Il faut le rappeler. Il faut le dire parce que c'est une erreur, c'est sûr. Puis l'erreur est humaine, comme on dit. Alors, c'est une belle récolte. Le plan de gestion fonctionne bien avec des personnes comme vous, vraiment comme biologiste grande faune. Vous avez vu à temps, je pense, à bien protéger la faune. Puis je pense qu'il faut souligner aussi la grande participation des associations de chasse et pêche qui ont été très impliquées là-dedans. Puis, on a beau appliquer une réglementation, si elle n'est pas respectée, ça ne fonctionnera pas. Exactement, c'est ça, exactement. Monsieur Paré, moi, j'aimerais vous demander une chose, sans aller dans les détails. Mais on lit beaucoup. Il y a des articles qui paraissent dans les journaux, dans les revues. La situation du caribou dans le Grand Nord, est-ce que c'est inquiétant pour les biologistes? C'est inquiétant dans le sens que il y a eu une baisse dans le cas du troupeau de la Rivière-Georges assez fulgurante. Et dans le cas de la Rivière-aux-Feuilles, les résultats de cet été, je parle quand même encore d'une population importante, nombreuse. Par contre, la reproduction semble être déficiente. Donc, déjà, depuis 2 ans, il y a des modifications, il y a eu des règlements qui ont été changés, des saisons, etc., pour réagir à ça. Donc, c'est suivi. Il y a des équipes de chercheurs, des gens qui suivent l'affaire. Mais je dirais, c'est sûr qu'on reste à l'idée qu'on voudrait que ça soit stable, mais une population animale, ça fluctue. C'est comme une coïncidence si c'est stable. Ça augmente ou ça diminue, vite ou lentement. C'est comme ça le vivant. Mais dans le cas des grands troupeaux, il y a des fluctuations qui peuvent être très importantes. Sans être alarmantes, mais qu'il faut absolument il faut y voir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de ça, de la chasse sportive, la chasse de subsistance. Voilà. À peine 2 minutes, M. Paré. La tique d'hiver. Premièrement, une tique, c'est quoi? C'est comme, je dirais, c'est pas une araignée, c'est un acarien. C'est comme en famille. Non, c'est plus petit. C'est un peu comme c'est en famille des puces puis des tiques. Ah oui, OK. C'est petit, c'est pas tellement gros, là. On avait pris des échantillons. Bref, c'est présent sur l'orignal, c'est pas nouveau. C'est vraiment assez unique sur l'orignal comme parasite, disons, externe. Parasite, exactement. Puis ce qui arrive, c'est que les œufs, par exemple, qui se développent dans le sol là, au début de l'été, tout ça, les larves vont monter après les arbustes. Puis quand l'orignal se déplace, évidemment, comme fin de l'été, automne,
bien là, la tique qui est petite à ce moment-là va se fixer, va sauter sur l'orignal. Va se développer, va rester là tout au long de l'hiver en prenant du sang, tout ça. Puis là, elle peut devenir grosse comme le bout du petit doigt. Ah, mon Dieu. Quand ils sont très nombreuses, ben là, ils prennent de sang, ça fait des démangeaisons, l'orignal se frotte après les arbres, il peut perdre des grands placards de poils. Donc, sa condition physique peut se détériorer en hiver. C'est que là, on voulait dresser un peu le portrait à l'échelle provinciale. Où est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas? On l'a fait, nous, ici en région, sur 32 orignaux. La plupart en avaient, 28 avaient des tiques. Ah, mon Dieu. Je dirais pas en abondance. Il faut vraiment regarder. Là, il faut regarder. Pour les Comme ça, la tique existe en été et en hiver. Oui, mais l'impact sur l'orignal est vraiment important. C'est vraiment l'hiver et fin de l'hiver. Monsieur Paré, merci infiniment. C'était encore une fois très, 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 très intéressant. Puis félicitations à vous et à votre équipe. Puis vous êtes pour la faune et puis véritablement, vous êtes un spécialiste de la grande faune. On aime toujours recevoir. Vos conseils sont très précieux et je vous remercie beaucoup. Merci aussi. Je pense que c'est une belle plaque que vous nous offrez pour pouvoir fournir l'information. Je pense qu'il intéresse beaucoup de gens en région. Ça nous fait très plaisir et je vous remercie beaucoup, M. Paré. Au plaisir. Merci. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On va revenir immédiatement après. Restez avec nous. Le comité d'accessibilité des lieux publics est très actif. Alors, pour nous en parler, je reçois son porte-parole, M. Simon Labrec. Monsieur Labrec, bonsoir. Bonjour, Gaby. Monsieur Labrec, accessibilité des lieux publics, c'est un comité. En quoi consiste ce comité-là? Bien, écoute, tout d'abord, le comité a vu naître en 2003 par l'initiative de Mme Mireille Pomerleau, qui était chef de programme à cette époque-là au Centre de réadaptation. Elle a regroupé l'ensemble des bénévoles, les personnes handicapées, puis des organismes sur le territoire. Fait que ça fait depuis 10 ans. Ben, ça va faire 10 ans en janvier que le comité existe. Puis tu veux savoir? Ben, c'est parce que il y a quelques années passées, j'avais reçu ici, j'avais fait 1 ou 2 entrevues avec des personnes à mobilité réduite qui étaient en fauteuil roulant. Puis, je dois reconnaître, ces personnes-là souffraient intérieurement dans le sens que ils n'étaient pas capables d'aller dans plusieurs endroits. Porte trop étroite, un escalier, en tout cas, on pourrait en mettre en masse, là. Puis, ça fait peut-être 6-7 ans de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont vraiment changé? Est-ce que les commerces et les endroits publics, se sont mis à la page pour accueillir ce genre de personnes? Parce que moi, j'ai toujours dit que ces personnes-là ont leur place dans la société. Le problème, c'est que les nouveaux bâtiments, ils ont un code du bâtiment, ils n'ont pas le choix d'adapter. C'est ça. Mais quand on parle des autres bâtiments. C'est ça. Quand on parle, on est quand même une région quand même assez âgée, une centaine d'années. Il y a beaucoup de commerces mais c'est des droits acquis. C'est pas nécessairement obligatoire pour le commerçant de s'adapter. Nous, depuis 2010, juste pour te dire, dans la façon de faire, on envoie toujours une lettre aux commerçants pour changer soit la modification extérieure ou intérieure, tout dépendamment de l'accessibilité que la personne va trouver, soit des allées encombrées, une toilette pas accessible, l'entrée extérieure. Nous, on envoie toujours à chaque année des lettres à ces commerçants-là pour qu'ils puissent changer leur accessibilité. Puis le comité, ce qu'on fait, c'est que dans la semaine des personnes handicapées du mois de juin, on remet un certificat honorifique. Fait que nous, notre stratégie, c'est beaucoup plus d'encourager de façon positive les changements que plutôt être... on cogne sur le clou, là. On cogne sur le clou, puis vous devez faire ça. C'est ça, exactement. On reconnaît. Fait que depuis 10 ans, on a remis quand même 60 certificats. Ça veut dire que c'est... 60 améliorations. Oui, 60 améliorations que les gens, la ville, je prends la ville de la Sarre, des fois, c'était des bordures de trottoir qui ont changé, 3-4 bordures. Ça permettait aux gens en fauteuil motorisé d'avoir plus accessible à des lieux, moins dangereux, question de sécurité aussi. Fait que ça, toute petite modification, ils recevaient un certificat. Fait que il y a à peu près 60 certificats de remis. Ah, OK. Depuis les 10 c'est donc dire que 10 dernières années. On peut dire que les commerçants collaborent. Les commerçants collaborent, oui, on a une belle collaboration. Quand on les incite de façon positive, ils vont collaborer. Oui, ça, je suis bien d'accord avec vous. Et parfois, c'est souvent la structure qui fait en sorte que
sont au 2e étage, ils ne peuvent pas, l'ascenseur, c'est des coûts trop onéreux. Mais la plupart du temps, ils collaborent. Et faut qu'ils voient que ça a un impact sur leur clientèle. Mais vous comprendrez que depuis 10 ans, nous, au Centre de réadaptation, on voit de plus en plus de demandes de fauteuils roulants, de plus en plus de demandes de fauteuils motorisés, de plus en plus de demandes de quadriporteurs. Les personnes sont vieillissantes. Puis vous savez que le ministère de la Santé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont favoriser? De maintenir le plus longtemps possible les gens dans leur lieu de résidence. Exactement, oui. Ils injectent beaucoup d'argent en première ligne CLSC pour adapter, rampe d'accès et tout ça avec la ressource d'aide. Il y a beaucoup de moyens qui est mis pour garder les gens à domicile, mais ces gens-là, ils vont vouloir continuer de sortir, prendre un café, aller magasiner. Oui. Ils continuent c'est quand même des payeurs de taxes, puis quand même des gens qui ont quand même une somme d'argent qui vont pouvoir quand même acheter. Fait que ça fait quand même une clientèle pour l'entreprise en question. Mais j'aime l'approche que le comité a vis-à-vis les commerçants ou vis-à-vis les édifices qui ne sont pas encore adaptés à ça. C'est qu'y aller en expliquant. Au lieu de dire, vous devriez faire ci, puis faites donc ça, etc. À la place de, comme je disais tantôt, de frapper sur le clou, là, à la place de ça, là, je suis certain qu'il y a des lettres explicatives, que vous prenez le temps d'aller rencontrer ces personnes-là, puis leur expliquer ce qu'il y en est. C'est beaucoup plus profitable. C'est humain, hein? C'est humain. Oui, exactement. Un contact. Une lettre, des fois, ne suffit pas. Un contact direct, ça aide. Puis quand on fait nos reconnaissances, là, ils le disent, ils sont très heureux de voir le changement. On a fait une marche l'année passée, au mois de juin. On a fait une marche, on a remis des certificats à la SAR. Ils ont vu l'impact que ça a eu. Il y a quand même beaucoup de monde. Quand tu l'isoles, la personne handicapée ou en fauteuil motorisé ou autre, c'est peu. Mais quand tu les regroupes, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est vrai. Ces gens-là n'ont pas la chance nécessairement de sortir dans tous les endroits. Fait que l'hiver, les fauteuils motorisés, ils sortent peu à cause de la gadoue. On est beaucoup des villes automobiles et non des villes piétonnières. Fait que qui fait en sorte que des fois, c'est la dangerosité qui font en sorte qu'ils ne sortent pas nécessairement. C'est ça. Mais c'est ça. Mais quand vous parlez, M. Labrec, de la SAR en particulier, mais ce comité-là, est-ce que c'est un comité qui s'étend dans l'Abitibi-Ouest? C'est ça? Je suis content que tu en parles parce qu'en 2009, quand on est revenu, on avait fait pas le tour du jardin, mais à la SAR, il y avait beaucoup de bénévoles qui étaient sur notre comité qui venaient de la SAR. Puis on se disait toujours Abitibi-Ouest. Fait qu'en 2009, il y a M. Marcel Poirier, qui est notre bénévole, qui est décédé dernièrement, a fait le tour des 21 municipalités. Ah, OK. Et en 2010, on a rencontré chacun des maires, des représentants. On a eu à peu près une quinzaine de rencontres avec ces municipalités-là. Il y a quelques municipalités qui ne nous ont pas donné suite, mais on a quand même rencontré les 15 élus. On trouvait que ça partait des élus. Fait qu'on, pas Clairval, mais Rapide Danseur, toutes les petites municipalités, on les a rencontrées par les soirs pour les informer du sondage. Okay. Ça nous permet, comme comité, d'avoir une visée dans 5 ans, puis de connaître aussi les lieux. Fait que, mais ça s'est tout fait à la bras d'homme. Il n'y avait pas de financement rattaché à ça. C'est Marcel, avec son bénévolat, qui a fait en sorte qu'on a pu aller chercher un beau document qu'on présentait aux conseillers pour qu'ils puissent, eux, ils connaissent l'argent, peut-être faire un petit peu plus d'action. Monsieur Labrec, c'est tout le temps que nous avions. Alors, je vous remercie infiniment. Puis, juste un petit mot. En janvier, il va y avoir une date. On se met à la page informatique. On va avoir un site web qu'on va faire le lancement et aussi reconnaître les 10 ans de nos bénévoles. Et on vous invitera en janvier pour venir nous en parler encore plus en profondeur. Excellent. Merci beaucoup, Gaby. Je vous remercie infiniment puis continuez votre excellent travail. Je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.